Salut Dimitri. Bonjour Yann. Oh, ça me fait plaisir de te retrouver. Ah, dis donc, ça fait tellement longtemps en plus. Ça me fait plaisir de tous vous retrouver aujourd'hui sur Wrestling Clinic Radio, 15e épisode de la Monday Night War. On est le 11 décembre 2019 et on va vous reviewer Raw et Nitro du 11 décembre 1995. Que dire dans cette semaine ? C'était mieux que la semaine dernière. Oui, c'est un bon point de départ. Bon, c'est pas très compliqué, mais bon, voilà. Et surtout, on a, pour la Monday Night War en tout cas, le premier match de Jeff Hardy à la WWE. Ouais. Donc, Raw, sans plus attendre, on est, je sais plus où est-ce qu'on est, je crois qu'on est, je ne sais plus où est-ce qu'on est. On est devant 3500 personnes en tout cas, donc ça montre que déjà depuis la dernière série d'enregistrement devant 4000 personnes à Richmond, là on a quand même de meilleures foules, hein, parce qu'avant on était, au début septembre-octobre, on peinait un petit peu à, comme disait l'italien, à dépasser les 2000... D'accord. à dépasser les 2000 personnes dans la salle. Et puis en termes d'audience, aujourd'hui on a 2,5 millions pour Raw, on aura 2,6 millions pour Nitro dont tu vas nous parler dans un petit instant. Donc ça fait que pour la première fois on dépasse les 5 millions de téléspectateurs cumulés. Donc, oui, petit événement. Donc même si la qualité des shows est un petit peu inconstante et c'est pas non plus les meilleurs trucs de tous les temps, il n'empêche qu'il y a une espèce de synergie comme ça qui se crée autour de la Monday Night War et qui donne envie aux gens de regarder le catch parce qu'ils se disent que voilà, c'est un truc qui peut devenir un petit peu cool. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce Raw ? Celui-ci, donc, il est enregistré le lendemain de le jour pendant lequel on avait enregistré les 3 derniers épisodes. C'est clair ce que j'ai dit ? Oui. C'est-à-dire que le 19 novembre, le 20 novembre, on avait enregistré les 3 derniers épisodes, donc 27 novembre, non attends c'était quoi ? 4 décembre. Voilà, le 20 novembre, 27 novembre et 4 décembre, et aujourd'hui on est le 21 novembre et on enregistre le 11, le 18 et et c'est tout. Et c'est tout, oui. Et c'est tout, parce qu'après on va c'est Noël. Voilà. Donc, on commence par nous dire qu'aujourd'hui, on aura donc ce match qui ne sera pas pour le titre de la WWE entre Bret Hart et Bob Backlund. Oui. Et surtout, en fin d'émission, Shawn Michaels va nous parler et nous livrer ses réactions, ses tourments psychologiques, enfin en tout cas il va tout nous dire par rapport à sa situation actuelle. Ouais. Et Vince nous dit aussi qu'il y a une épidémie de crossface chicken wing qui volent au-dessus de la WWE, sachant qu'il y en a eu 2 quoi. Il y en a eu 2 la semaine dernière. Alors laisse-moi réfléchir. Non, il y en a eu un sur le Sound Guy là, et il y en avait un la semaine précédente sur Bret Hart. Oui, c'est tout. Alors est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y en a peut-être eu à comment ça s'appelle ? Superstar ou quelque chose ? Bon, je sais pas. En tout cas, peut-être un échantillon assez maigrichon pour qualifier le truc de pandémie quoi. Peut-être. Alors, je corrige ce que j'ai dit en début. On est à Salisbury, Maryland. Voilà. Un petit peu dans le même coin que Richmond, Virginia, donc on n'a pas trop bougé de la veille. Premier match, Owen Hart contre Jeff Hardy. Quelle belle surprise. Oui. Alors, je m'attendais plus, enfin je sais pas, pour moi c'était un peu plus tard quand même qu'il avait fait ce match-là. Alors je sais qu'ils avaient déjà catché, il me semble qu'ils avaient déjà catché en 94, les toutes premières fois. Oui, mais ce match-là, tu vois, parce que celui-là, je m'en rappelais, mais je le voyais, certainement en 96 ou quelque chose comme ça. Donc j'étais surpris de voir ce match, le Jeff contre Owen. Alors ce qui était un petit peu étonnant dans cette salle, qui était très bien éclairée, et puis ça faisait plaisir pour une fois de voir plusieurs semaines consécutives de grande foule à la WWE. Il y a quand même pas mal de matchs pendant lesquels la foule est sombre. J'ai pas trop capté pourquoi ils ont... Voilà. Oui, mais la foule est sombre, mais l'essentiel, c'est qu'on voit la belle Diana dans le public. Exactement. Toujours. La lumière est sur Diana qui est dans le public. Il y a aussi Diesel qui est en backstage, qui regarde le match dans un petit moniteur, car il affronte Owen Hart lors du prochain In Your House. Aucun intérêt de montrer Diana, en tout cas à ce moment-là, j'ai trouvé. C'est pour indiquer qu'elle est la sœur de Owen. Ouais. C'est pour indiquer que c'est une Hart. Oui, non, mais sûr. Après, oui, on mais la à ce verra. moment-là, elle aurait pu être là dans tous les shows depuis le début de la Monday Night War, tu vois. Oui, tout à fait. Non, mais je plaisante. Mais oui, c'est vrai que ça n'a pas d'intérêt, oui. Alors, surtout qu'on la reverra après. Donc, oui.
Mais après, ce sera intéressant, mais pas là du tout. Oui, c'est ça. Donc Hardy, à quel âge il a? Il a même pas 20 ans, peut-être, ou à peine. Non, là, pas. Non. Il tournicote dans tous les sens, notamment sur une putain de clothesline d'Owen Hart. Non, mais il scelle comme un taré. Hein. Ouais. C'est Owen cool. Hart, c'est un match de jobber, hein, je veux dire, c'est pas Jeff Hardy, hein, donc Owen Hart le défonce assez rapidement avec un finish que j'ai tout particulièrement apprécié. Oui. Il part en sharpshooter, et en fait il fait non, et puis il fait une petite roulade avant pour faire une espèce de pin en faisant le pont, et il gagne le combat là-dessus. Oui, on va pas se fatiguer contre une petite merde comme ça. Voilà, ensuite il tire Hardy vers le coin, et il va encourager son ami Yokozuna qui l'accompagne au bord du ring pour faire un banzai, il s'exécute. Et ensuite, Owen Hart fait le sharpshooter, et c'est seulement à ce moment-là que Diesel arrive pour sauver un petit peu le pauvre Jeff Hardy qui est déjà en direction de la morgue. Oui, bah là, le banzai drop sur Jeff Hardy, ça fait de la peine quand même. Non, donc Diesel, là, il est théoriquement, il a fait un heel turn au Survivor Series, mais là, dans la manière dont il est booké, il est toujours complètement face, hein, parce qu'il bastonne Yokozuna, il est toujours contre des heels, donc voilà, son personnage, il n'y a pas trop de direction pour le moment. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant, mais pas dans le bon sens. Hein. Franchement, j'aurais aimé plus de clarté là sur son perso à ce moment-là. C'est ce que je voulais dire. Voilà, oui, tout à fait. Ensuite, on a un match de Joshi, donc les catcheuses féminines japonaises, avec Aja Kong contre une petite japonaise qui s'appelle Watanabe, je crois. Non, c'est Chaparita Asari. Ah oui, Asari, pardon, Asari. Alors moi j'ai Attends. Je crois que la deuxième phrase de Jerry Lawler dans ce match, c'est « Le visage de Aja Kong ressemble à des chaussures de bowling. » Oui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus moche, qu'une chaussure de bowling. Voilà, c'est ça. Aja Kong, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Bon, elle défonce un petit peu la petite, hein. Faut dire ce qu'il y a. Moi j'ai hurlé 4 fois dans ce match. Incroyable, à regarder. Moi, je pense que j'ai hurlé qu'une fois, mais j'ai re-hurlé plusieurs fois en faisant retour et en re-regardant le truc. Oh là là, le meurtre, mais meurtre généralisé quoi. Oh là là. Donc, dans le meurtre, il y a un package pile driver de Aja Kong. Elle relève donc package pile driver à la WWE en 95 quoi. Non mais Kevin Owens devait être dans le public quoi. Ouais. Mais elle relève son adversaire avant le compte de 3, elle va pas faire le pin. Ensuite, malgré tout, la petite, c'est quoi, Asari ? Oui, Power Ranger rouge là. Power Ranger rouge monte sur la troisième corde, elle fait un twisting moonsault de la troisième corde. La vitesse de rotation, j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. Deuxième cri. Ah non mais franchement Une toupie, incroyable. Ouais. Et troisième cri, peu après ça, Aja Kong gagne avec un backfist. Donc vous voyez peut-être le finish de Chris Jericho, hein, le je sais pas comment ça s'appelle, Judas là. Judas Effect. Donc c'est un coup de coude. Il se retourne et puis il fait un coup de coude comme ça en arrière. Aja Kong fait un petit peu pareil avec un coup de poing. Sauf que elle s'en bat les couilles et elle fait un coup de poing à la Van Damme quoi. Et quand on voit, alors sur le moment on se dit pouah, elle l'a bien connecté, tu vois. mais sans plus. Par contre après il te passe le ralenti et là tu m'étonnes que la pauvre petite elle saigne du nez. La violence du poing, putain. Voilà. Mais obscène le truc. Ce match, franchement, là, parce que c'est très très court. Après, il y a aussi dans le match, il y a aussi des kicks qu'elle lui met dans le dos qui sont d'une violence dingue. C'est Shibata quoi là. Franchement, c'est incroyable et tout le match parce que Asari, elle est quand même, c'est un très très petit gabarit. Mm-hmm. Le match, il est presque dérangeant. La violence du truc. Oui, c'était génial. Génial. Alors, est-ce que ce qui suit, c'est aussi génial ? Oh, alors, bon, là, il y a un point boucle d'oreille à faire sur Todd Pettingill. Bon, c'est les années 90, hein, tu peux mettre des boucles d'oreille comme tu mets un pins, tu vois, il n'y a pas forcément de connotation. Oui, mais là, tu vois, c'est vraiment genre, putain, j'interviewe Shawn Michaels, faut que j'ai l'air un peu cool. Alors, je vais m'habiller en mec de la street et je vais mettre une boucle d'oreille, tu vois. Donc, effectivement, Todd Pettingill interview Shawn Michaels pour faire un petit point sur sa situation, sa santé, etc. Moi, comme d'hab, ce qui me choque, hein, plus que la boucle d'oreille de Todd Pettingill, c'est vraiment la thickness, l'épaisseur des sourcils de Shawn Michaels, quoi. Le mec, il a des chenilles, quoi. Donc, ouais, c'est ça que tu as tiré de cette interview. Bah, moi, tu sais, je suis très, je suis très plaisir de l'œil hein, sur le corps des humains, autant les femmes que les hommes. Donc, j'analyse beaucoup les corps. Mm-hmm.
Mais effectivement, donc, Shawn Michaels nous dit que grosso modo, il va bien. Donc Oui, c'est il ça. nous rassure. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la manière dont il a la bouche vachement sèche. Quand il Ouais. parle, tu sais, parce que c'est toujours un peu témoin pas de stress, mais t'es pas super à l'aise quand t'as la bouche sèche. Les temps récents ont été difficiles pour Sean. Ouais. Donc il va bien, mais les docteurs ne sont pas du même avis. Ouais. Donc Lui ça, c'est- dit que quand même il est pas très d'accord avec ça, hein, que tous les trucs que décrivent les médecins, il n'en souffre pas. Oui, exactement. Il n'en souffre plus. Il n'en souffre plus, Il n'en souffre exactement. plus. Et c'est à la suite de ça que Todd Pettengill va oser une question. Parce que bon, voilà, il pose des questions, blablabla, bon, ça tourne un petit peu en rond, mais à un moment, Todd Pettengill sous-entend que peut-être Shawn Michaels pourrait ne pas revenir. Oui, d'ailleurs, il parle au passé, hein, quand il parle de la carrière, il dit c'était cool, t'étais quand même champion intercontinental, champion par équipe, du genre, voilà, c'est la fin, quoi. Ligne éditoriale de la confession posthume. Mhm. Donc, voilà, il sous-entend que peut-être qu'il pourra ne pas revenir. Shawn Michaels semble vraiment touché par la question, genre blessé, quoi, profondément. Il a même les larmes aux yeux. Ouais. Et il ne répondra pas. Parce qu'en fait, il nous dit qu'il a capté ce qui est en train de se tramer, en tout cas au niveau de Todd Pettengill et sa soi-disant interview, c'est qu'il ne veut pas recueillir vraiment les infos de Shawn Michaels et savoir ce qui se passe. C'est d'avoir une caméra lorsque Shawn Michaels réagit à la possibilité de ne jamais recatcher. En fait, lui foutre la tchouf, quoi. Ouais. Du sensationnel, le BFM TV du catch. Et c'est terminé. Ça se termine là-dessus. Non, mais c'est ça, quoi. Ah oui, non, mais c'était bien. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Oui, c'était pas mal. Après, on a un clip Bret Hart, British Bulldog, la feud, Ouais. sur le thème, un thème alors qui moi, m'a fait penser à un mix de Princesse Sarah et de la Cape et de l'épée. Ça devient mon moment préféré de tous ces enregistrements quand tu compares des musiques de catch avec des dessins animés ou des séries des années 90. Ah, mais franchement, moi j'avais l'impression c'était mi-Princesse Sarah, mais pas trop, et un peu aussi la Cape et l'épée, quoi. D'accord. Ensuite, on a Ahmed contre un petit cochon. Oui. Dean Douglas parle, comme toujours, pendant l'entrée de Ahmed. Mhm. Alors, Parce qu'ils s'affrontent à In Your House, du coup, hein, il faut le rappeler quand même. rapproche-toi du micro. Oui, Voilà. ils s'affrontent à In Your House. Voilà. Le match commence très mal. Ah oui, la projection dans les cordes. Voilà. Ahmed Johnson fait une projection dans les cordes. Projection dans les cordes, donc voilà, j'ai jamais été un grand catcheur de renommée internationale, niveau je sais pas quoi, hein. Mais j'ai quand même roulé ma bosse suffisamment pour maîtriser le Irish Whip, pour le prendre ou le donner. Ahmed Johnson envoie le petit cochon dans les cordes. Et là, je pense que c'est la projection dans les cordes la pire de tous les temps. Ouais. Parce que le petit cochon, on sait pas ce qu'il fait. Je veux dire, Il n'est plus du tout en contrôle de son corps. je t'envoie vers les cordes, mais il n'y a rien d'autre à faire et ou à penser que de courir vers les cordes et de revenir. Après, bon, advienne que pourra, tu vois. Et dès le premier pas, le petit cochon, il est complètement décontenancé. Et donc il fait une espèce de zigzag titubant jusqu'aux cordes, il revient tant bien que mal. Et là, Ahmed Johnson fait le spinebuster le plus raté de tous les temps. Mais le pire dans tout ça, parce que toujours, la règle numéro 1 en catch, si tu rates un truc, tu ne le retentes pas. Parce que le public ne sait pas ce que tu fais, il n'y a que toi qui saches que tu as raté un truc. Et ben ils le refont. Ouais. Irish Whip, Spinebuster, et c'est toujours pas correct. La deuxième fois n'est pas le charme. Ouais. Il relève le mec, plongeon de la rivière perlée, 1, 2, 3, terminé en 1 minute. Ça y est, du coup, ça a un nom. Ça y est, il l'appelle le Pearl River Plunge cette fois-ci. Ouais. Première fois. Je crois que tu t'éloignes de ton micro. Ah, bah écoute, je vais me repositionner. Voilà, on est bien là. Donc oui, première fois qu'il est nommé. Oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? On a la pub pour tous les jouets du monde. Oh oui. Alors là, moi, je veux tout. C'était Il y avait comme quand même- le il y avait quand même générique une de... interview de Ahmed après, par Jerry Ah, la Lawler. pub. D'abord, il y a la pub. D'abord, il y a la pub pour les jouets. Ah oui ? Oui. Ah bon, moi j'ai noté la pub après. Comment c'est possible ? Ah, mais vas-y, mais alors parle de Ahmed. Non mais comment est-ce que je peux noter 3 lignes de notes d'un truc qui a lieu après la ligne de notes que j'écris ensuite ?
bizarrement. Bon, écoute, on va procéder dans l'ordre que tu souhaiteras. Interview de Ahmed Johnson par Jerry Lawler. Donc Ahmed Johnson, là, il a plus toute la flotte qui fait briller son corps. Et là, on se rend compte quand même qu'il a les tétés qui pendent. Hein. Oui. Quand Oui. il n'est pas bien huilé et bien aquaférisé. C'est vrai. Jerry Lawler, tu as noté ça ou pas? J'ai pas noté, mais dis-moi. Il dit à Ahmed Johnson que les 4 pires années de sa vie, c'était le CE2. Ah oui. C'est vrai. Je pense que c'est un des trucs qui m'a fait le plus marrer depuis la Monday Night War. C'est tellement c'est un peu les blagues racistes des années 90, tu sais, où il y a, je sais pas, il y a Thibaut, Corentin et Karim qui sont en 6ème, qui est le plus vieux, Karim parce qu'il a 32 ans, tu sais. Ah putain. Ils ont peur de rien là à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, il y a le moment blouson avec Doc Hendrix. Ouais. Ce qui veut dire qu'ils ont viré le mauvais VRP. Donc là, Doc Hendrix, il doit se taper Slam Jam plus le VRP. Ah, on reverra plus Barry? Je crois pas, écoute. Hein. Oh non, alors là, tu vois, là, c'est de la spontanéité la plus totale, je suis très déçu. Oh non. Ensuite, on a effectivement la pub pour Noël. Avec, ouais, comment dire... Ah non, moi je parlais, c'est pour ça qu'on s'est voilà. Moi, avant, c'était simplement une pub pour des jouets, là. Ils faisaient Karate Fighters, le jeu WrestleMania et tout, là. Ah oui, d'accord. Non, c'était pas Et ça. c'est pour ça que je disais, moi je veux tout, parce qu'il y a aussi le petit panier de basket, tu sais, où tu appuies sur le bouton pour jeter la balle. Ah, je comprends. Je disais, moi je veux toutes les pubs, je voulais tout, là. C'était comme le générique de Dreams. Tu te rappelles Dreams? Dreams, ça me dit quelque chose. C'était la très mauvaise série NRJ12, là, qu'on avait suivie ensemble. Dreams, oui, avec Fanny. Exactement, et donc du coup, le générique, c'était Je veux tout. Oui, d'accord. Ah oui, Dreams, je me souviens très bien. On se regardait ça en janvier-février 2014. C'était extraordinaire. J'avais d'ailleurs Dreams. très envie de le revoir. Oui. C'était quoi? Un rêve de vie. Un rêve de vie. Avec Alice Rocoul. Oui, voilà, qui était là. Et donc Fanny, et donc il y avait Johanna, il y avait Monsieur Girard, il y avait tout le monde, il y avait des gens de Secret Story. Il y avait Tonya Kinzinger de Sous le Soleil. Oui, c'était un espèce de all-star game de tous les mauvais acteurs de toutes les séries. Ouais, faudrait que je le retélécharge, qu'on le regarde avec Johanna, peut-être. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Oui. Donc, on a une pub pour les Pères Noël de la WWE, des catcheurs WWE qui sont déguisés en Père Noël et qui se font, dévisager à travers une glace sans teint par un petit gamin qui va finalement dénoncer Harvey Whippleman, je crois. Oui, c'est lui, ouais. Ouais. Donc là, après, il se fait rosser la gueule par les machins, bon, sous fond de le Père Noël n'existe pas, ou je sais pas quoi, ou les catcheurs se font pas mal, ou... Ouais, on a Ahmed Johnson, on a Yokozuna, il y a quoi? Il y a Razor Ramon aussi, je crois. Enfin, le ridicule du truc est sans limite. Oui. Ensuite, on a une pub pour le Raw Ball du 1er janvier. Aïe, ça commence. Plutôt sympa la pub, je trouvais, cela dit. Oui, elle était bien. Tout ce qui est avec Freddy Blassie est génial. Ensuite, on a une interview horrible avec Ted DiBiase, le 1-2-3 Kid et Sid. Le 1-2-3 Kid ne devrait pas parler. Jamais. Même quand il était en 98 et qu'il est revenu en tant que X-Pac. C'est exactement ce que j'ai marqué dans mes notes. J'ai marqué, on ne devrait pas laisser parler le Kid. Oui, mais ever, quoi. Même après, quand il est plus le Kid. C'est-à-dire Sean Waltman. Oh, quand il est en X-Pac, il est plutôt cool. J'aime pas parce qu'on a l'impression qu'il hurle tout le temps. Comme Sid. Oui, comme Sid, alors que quand il est en backstage, que c'est des interviews enregistrées, c'est 1000 fois mieux parce qu'il chuchote. Et là, ça fait vraiment le taré, quoi. Ouais, mais il passe quand même du hurlement au chuchotement assez fréquemment, même dans le ring. Bah là, c'était pas flag non plus, quoi. Oh, si. Tends bien l'oreille. Ouais, I'm tending the ears. Donc, Sid nous dit qu'il ne va pas apprécier quand il va défoncer Marty Jannetty. Mais en fait, il a menti. Je vais beaucoup aimer ça. Ha ha ha. Arrête. Ha. Non, mais là, c'était d'une nullité ce segment. Ouais. Bref. Main event. Bret Hitman Hart contre Bob Backlund. Oui. La belle-sœur de Bret Hart, la sœur de Bret Hart, pardon, est interviewée pendant le match. Elle dit Quel plaisir de la voir. C'est vrai, j'aime beaucoup Diana. Moi, j'aime beaucoup Diana, moi. Mm-hmm. Moi, je la trouve fade et elle a l'air un peu paumée, quoi. On dirait une artiste, quoi. Moi, j'aime bien les artistes, tu le sais.
Oui, Donc oui, fade et paumé, ce sont les deux adjectifs qualificatifs qui, qui décrivent les artistes. non, fade, non, mais je veux dire, la meuf, elle a rien à faire. Non, mais je veux dire, c'est. Son visage, j'ai l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle fabrique. Ah non, mais après, quand elle parle, etc., c'est une catastrophe. Mais moi, je te parle juste de son physique. Je la trouve agréable à l'écran. Oui, bah c'est sûr que ça change de Bertha Faye ou. Ah non, Diana était très 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 bien. Hein. J'aime beaucoup Diana. Donc, grosso modo, en fait, elle est heal, hein, parce qu'elle va nous dire Oui. que ça va se passer comme au SummerSlam 92, lorsque le Bulldog et Bret Hart vont s'affronter au prochain In Your House le 17 décembre. Ce qui veut dire que, voilà, le Bulldog va remporter le match et donc le titre. Ouais, elle a bien changé hein, depuis 92. Hein. C'est pas du tout le même son de cloche. Pourtant, c'est toujours une cloche. Non, c'est toujours une cloche. Donc, on a, on va dire, un bon petit match de catch, purement technique, hein, je veux dire, techniquement, Oui. mais ça n'intéresse pas grand monde. Non, mais c'est toujours comme ça. Hein. Donc, on nous dit que l'ingé son et Jim Ross ont fait les frais du Crossface Chicken Wing. Ouais. Ce à quoi Jerry Lawler nous dit « Oui, mais Jim Ross ne va jamais se présenter aux élections, contrairement à Bob Backlund qui veut se présenter aux élections. Il va juste se présenter à la cantine. » Et très drôle, Jerry Lawler, quand même. Ouais. On nous dit aussi il blâme que... aussi Stu à un moment donné. Comment Je sais pas si tu avais noté. Il blâme aussi Stu Hart parce que c'est l'anniversaire de Stu Hart qui a 80 ans. Exactement, c'est ce que tu j'allais... peux noter. J'ai noté. C'est parti. Donc Jerry Lawler nous dit « C'est pas l'âge qui compte, ce qui compte, c'est dans la tête. » Donc Stuart doit être quand même vachement jeune parce qu'il recommence à mettre des couches. Mais le niveau de nullité, quoi. Aïe aïe aïe. Donc Bret Hart tente un sharpshooter finalement et le British Bulldog arrive. Bob Backlund tente le crossface chicken wing et DQ. De nouveau, comme la semaine dernière. Comme toujours. Alors que le Bulldog est juste là physiquement, mais il n'a rien fait. Il est juste venu. Ça fait genre 3 fois en 2 mois qu'il y a une DQ donc pour un mec qui n'a rien fait du tout. Et forcément, il y a tous les officiels qui arrivent, dont ton pote Gilbert Gatz. Gilbert, exactement, il est là. Et donc il y a du rififi dans tous les sens et on annonce le vainqueur seulement 3 heures après, quoi. Ouais, franchement là, comme à l'habitude pour tout. C'est toujours les mêmes erreurs qui sont reproduites éternellement. Ouais. Et pendant tout ce rififi, Bret Hart reste au sol. Ouais. Voilà. Et c'est fini. C'était pas très malin d'accepter ce match pas pour le titre à 6 jours de son affrontement avec Diesel à In Your House quand même. Il s'est mis en position délicate. Avec le Bulldog. Avec le Bulldog, pardon. Ouh là là, Tout à fait, tout à fait. C'était c'était un peu mieux que la semaine dernière, mais c'était quand même faible. Ouais, Brett, c'est le cerveau gelé, comme disait Guillauret. Là, il nous l'a bien prouvé. Ouais. Donc voilà, je te laisse enchaîner avec Nitro, regardé par 2,6 millions de téléspectateurs devant 4500 personnes à Charlotte, en Caroline du Nord. Alors là, ça aura son importance parce que c'est la maison de Ric Flair, c'est la Rapproche-toi du micro, mon petit Dimitri. Oui, c'est la maison de Ric Flair, c'est la maison des Horsemen. Un contexte un peu particulier. Cette ville aura quand même pas mal d'impact dans tout ce qui va se passer. On nous l'avait annoncé la semaine dernière. En main event, ce soir, on a un immense tag match entre Sting et Hogan contre Ric Flair et Arn Anderson. Mais avant ça, on commence avec un premier combat, un gros match, une affiche assez alléchante entre Eddie Guerrero et Mr. JL, Jerry Lynn masqué. Alors là, on arrive, il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien du tout, et le match a déjà commencé, alors que c'est le début du show. Ça, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Ouais. C'est pas vraiment agréable. Au moins, pour compenser ça, le match ne sera pas coupé cette fois-ci. C'est déjà ça. Comme il nous annonce le rabbin. De quoi? Alors là, je n'ai pas compris cette blague. T'as dit que ce sera pas coupé. Ah, je croyais que tu disais, je croyais que c'était en rapport à c'est déjà ça. Oh là là, une blague circoncision. Bonjour. On nous annonce qu'Eddie Guerrero défendra les couleurs de la WCW à Starrcade et qu'il affrontera Shinjiro Otani. Moi, j'ai toujours adoré Shinjiro Otani. Pareil. Ouais, ça va être vraiment cool. Il y a 15 ans, quoi. Oui, bah même un peu plus, ouais, au début de à la Zero One, là, c'était quoi, 2002-2003, là, qu'il était encore super cool 2001, après. Ouais. 2001-2004, ouais, la grande époque. Ah, quoique oui, du coup, ça fait 15 ans, hein. Les jours passent comme des voitures. Oui, référence Sector A.
Ah non, c'est Negmaron, ça. Negmaron, exactement. Black Negmaron. Ouais, donc bon, c'est un match qui est bon, mais juste bon. Jerry Lynn, même s'il est génial, il est quand même pas au niveau des Benoît, Malenko, Eddie, etc. Mais là, ça fonctionne quand même plutôt bien. C'est un petit peu différent parce que les rôles sont assez inversés, parce qu'on a Eddie qui, pour une fois, fait face à quelqu'un qui est plus rapide que lui. Donc ça le déboussole un petit peu au départ. Mhm. Mais oui, c'est plutôt cool. Ça se finit assez rapidement. Le finish sorti un peu de nulle part sur une séquence de pin. Comme disait Brigitte Lahaie. C'était tellement sûr. C'était blague porno. Oh non, c'est érotique, Brigitte Lahaie. On l'a jamais vu. On a déjà vu ses organes? Non. Bah, moi personnellement non, mais moi personnellement non. Moi non plus. Donc je Bah alors pour une séquence de pin, on pourrait faire blague quoi? Black Flipper? Blague flipper. Non. C'est Pinball Machine, non? Oh, d'accord, je pensais que tu parlais de dauphin. Oh putain. Attends, je le refais. Voilà. Oh, bien, on dirait Tommy Bugsy. Putain. Bon, là on a perdu la moitié des auditeurs. Ouais, bon, le finish sort de nulle part, mais j'ai trouvé que c'était cool parce que ça ajoute toujours à ce côté un peu imprévisible des cruiserweight. Paradoxalement, ouais, je trouve que c'était le moins bon match de Eddie Guerrero à la WCW pour l'instant, alors que c'est vraiment le moment où il a le match le plus big time là qui arrive. Il fait partie de la team WCW à Starrcade dans le plus gros show de l'année. C'était ouais, c'est un peu dommage. Il a bien plus brillé dans d'autres combats que dans celui-ci. Oui, mais vu que le show, franchement, il est pas buildé. Moi, à ce moment-là, le 11 décembre, pour moi, Starrcade, c'est un pay-per-view très secondaire en fait. Oui, pour pas mal de gens. Hein. On en parlera aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une interview de Minjin avec Lex Luger et Jimmy Hart. Moi, j'ai mis RAS. Oui. Là, c'est que le but de ce segment-là, de cette interview, c'est de clarifier la situation. Le problème, c'est que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en sortant de ce segment-là, tu ne comprends toujours rien. Il dit que voilà, il y a le triangle match, que... Quoi le mec est perdu dans ses notes, donc ça montre bien la nullité de la promo, quoi. C'est ça, mais Luger est perdu dans sa promo aussi. Et il dit que voilà, que dans le triangle match, ça va venir à lui et Sting, qui sont copains. Alors il annonce quelque chose, tu peux pas faire plus heel que ça. Il dit que le meilleur gagne. Alors super, hein, que le meilleur gagne, c'est vraiment hyper heel, quoi. C'est une très belle façon de voir les choses. Le seul truc qu'il trouve à dire sur Luger Sting, c'est que le meilleur gagne. Donc bon, écoutez, venez-moi en aide, quoi. On enchaîne promo pour Starrcade, du coup, avec donc cette invasion de la New Japan que Bischoff hype comme les deux plus grosses fédérations du monde qui s'affrontent. C'est un point de vue. À cette époque-là, c'est possible. Hein. Un point de vue. En 95, New Japan est devant la WCW et la WWE. C'est un point de vue. Et financièrement, comme la WCW est devant la WWE, la WWE, techniquement, est numéro 3. Hein. Oui, mais tu l'entends bien comme un pic à la WWE à ce moment-là. Bah, tu vas pas dire la 1 et la 3, quoi. Oui, c'est ça, mais ça reste un petit coup de pied dans le tibia de la WWE. Faut bien vendre sa sauce. En parlant de coup de pied dans le tibia. En parlant de coup de pied dans le tibia. Deuxième match, là, ça commence vraiment à devenir sérieux. On a le plaisir infini de voir notre bon Disco Inferno. Franchement, je pourrais passer les entrées de Disco Inferno en boucle, c'est génial. Il est dans le ring, il mouline comme Claude François, tu sais. Oui. C'est un dieu vivant, il est formidable. Je sais pas si t'as capté, pendant son entrée, la foule se lève, tout le monde danse le disco, sauf un vieux au premier rang qui a les bras croisés et qui regarde autour de lui, complètement circonspect, décontenancé, en se disant « Mais pourquoi les gens dansent ?» Parce que c'est Disco Inferno. Oui, mais c'est l'enfer du disco. Le mec n'a pas compris. Oui, non, mais écoute, il comprendra plus tard. Il va peut-être être plutôt fan de Paul Orndorff qu'il affronte aujourd'hui. Il vient avec son miroir en forme de raquette de tennis. Moi, j'ai trouvé que c'était très marquant cette fois-ci. Ça m'avait pas choqué la dernière fois, mais dans ses mimiques et sa façon de bouger, sa façon de se présenter au public et tout, on aurait vraiment dit Bobby Roode en mode Glorious. C'est vrai.
C'est vrai. Franchement, et puis quand il rentre dans le ring avec ses mains et tout, et qu'il dit Wonderful en reprenant la musique que personne ne reprend, c'était vraiment exactement comme Bobby Roode. J'ai vu l'inspiration que je n'avais pas vue avant. Cette musique, elle est horrible. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que je suis le premier à dire que les musiques de tout temps de la WCW ont toujours été merdiques, génériques, avec rien de spécial. Celle de Orndorff, elle a le mérite d'être différente, mais je la trouve quand même horrible. Ben moi, tu vois, là, je suis pas d'accord avec toi. Je la trouve vraiment juste différente et donc du coup vraiment cool. C'est une des 2 ou 3 qui sort du lot jusqu'à présent. Toujours Harlem Heat, Macho Man, et voilà quoi. Et Paul Hogan. Orndorff qu'on ne verra plus. Oui, bah alors du coup voilà, c'est quand même un petit événement, hein, même si à ce moment-là c'est quand même plus vraiment une superstar, mais c'est le dernier match de Paul Orndorff. Il fera un petit comeback en 2000 où ça s'était malheureusement très mal passé. Lors de New Blood Rising ou Fall Brawl. Alors là, franchement, je t'avoue que je ne sais plus. Ah, je vais regarder. Je ne sais plus. Je vais regarder. Voilà, il a quoi comme problème? C'était pas genre il avait pas une partie du corps qui était atrophiée ou un truc comme ça? Oui, la Paul partie Orndorff droite du corps qui est atrophiée. Voilà, c'est ça. Donc à un moment donné, bon, c'est son dernier match, il ne le sait certainement pas, mais il fait un disco elbow. Mais alors, franchement, moi j'ai éclaté de rire parce que Paul Orndorff qui fait le disco elbow, il commence à faire le débile en dansant pendant 15 secondes, hein, comme si c'était le worm là, de Scotty Tuotti. Je trouve que c'était vraiment drôle avec Paul Orndorff, ça a vraiment été cool. Et alors là, le contraste ultime, je sais pas s'il y a déjà eu plus de contraste en 5 secondes de catch, il fait le débile pendant 20 secondes pour faire un disco elbow enfin bref, c'est ridicule. Et là, la seconde d'après, il le tue avec un backdrop driver. Voilà, il le tue avec un backdrop driver. Alors, je précise, donc c'était Baku Drop Driver. C'était donc effectivement Fall Brawl 2000. Ah voilà, c'est le ça. match où c'est vraiment la fin de sa carrière. Donc backdrop driver. Ensuite, il fait le pin. Oui. Et sur il a les pieds dans les cordes. Mais non, c'est pas le pied dans les cordes, c'est au compte du 3, il pose un pied sur la corde. Ouais. Ça n'a aucun intérêt qu'il ait mis les pieds dans les cordes. Nullité absolue. Ouais. Dommage. On passe ensuite à Minjin qui accueille les Four Horsemen qui sont toujours au nombre de 3. Moi, j'ai beaucoup aimé la promo de Brian Pillman. Il insiste sur ce que ça signifie de faire partie de cette dynastie, de faire partie de cette tradition d'excellence des Horsemen. Et là, franchement, il part dans tous les sens. On comprend rien à ce qu'il dit. Il commence à imiter les mecs du Dungeon of Doom. Il fait le requin. C'est complètement dingue. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. T'as Ric Flair qui prend le micro vraiment pour le sauver en disant non mais on va arrêter ça. Il vient le sauver en sortant une promo pleine de grâce. Il a les bras croisés, Ric Flair. Et là, il est coupé par Paul Orndorff, encore une fois, qui vient pour dire que Pillman n'est pas à la hauteur du groupe, qu'il est là juste pour porter les affaires des Horsemen à l'aéroport. J'ai trouvé ça assez réussi parce que tu vois que Flair et Arn Anderson réagissent pas vraiment. Ils se disent bon, il dit quand même pas mal de vérité, cet ami Paul. Il y a sûrement un peu de vrai dans tout ce qui est dit. Là, Pillman step up un petit peu et lui met une baffe. Et là, tu vois que la réaction des Horsemen, c'est vraiment ah oui, putain, quand même, le petit, il est quand même plutôt cool. Il a gagné notre respect. Et à partir de là, les Horsemen s'en prennent à Orndorff et lui cassent la gueule. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était vraiment une espèce de validation du comportement de Pillman. Moi, j'ai bien aimé à ce moment-là. Et puis après, le beatdown qu'ils lui font, c'est terrible. Et Tout ils à lui fait mettent d'accord. J'ai juste trouvé que les petites piques d'insider, ça n'avait pas du tout sa place. Des pics insider, à quel niveau? Oh, j'ai pas noté les exemples. Ah d'accord. Écoute. Ouais, et donc le finish de ce segment, c'est qu'il s'approche des lettres WCW. Donc là, on est vraiment sur le béton, on est complètement dans l'allée. Et ils font un spike pile driver à Paul Orndorff. Là, c'en est littéralement terminé pour lui. C'est la façon de le zapper de la télévision. Et donc, c'est la fin d'un catcheur qui est quand même plutôt important dans l'histoire. Il a quand même main eventé WrestleMania 1. C'est pas rien. C'est vrai, on l'oublie souvent. Ah oui, c'est ça, c'est pas rien. Ce qui est pas rien non plus, c'est le programme de Saturday Night où on aura Brian Pillman. Pillman. Tu dis toujours Saturday. Pourquoi? Non, c'est Saturday Night. Saturday. Ouais, c'est mignon. Tu dis comment? Tu dis Saturday, c'est bon. Non, Saturday. Saturday Night. Saturday. Non, mais c'est mignon, Brian Saturday. Pillman, c'est mignon en plus, quelle condescendance. Brian Pillman, Johnny B. Bad, un alléchant Bunkhouse Buck contre Alex Wright et Eddie Guerrero en action.
On revient sur l'angle précédent avec donc Paul Orndorff là, qui est installé sur une civière. Ouais, c'est cool, ça lui donne quand même une fin en bonne et due forme, j'ai trouvé. Il mérite quand même, et puis ça renforce pas mal les Horsemen qui en ont bien besoin. On a malheureusement hâte de les voir perdre contre Hogan toutes les semaines à partir de maintenant, quoi. Vivement. C'est vivement. Alors là, par contre, 3e match, Vivement rien le à match dire. suivant. Rien à dire, genre vraiment rien à dire, même pas un tiré. Lex Luger contre Jim Duggan. Alors la situation avec Luger, elle est confuse. Il y a deux choses à dire en fait. La situation avec Luger, elle est confuse depuis le début. Là, c'est encore pire que d'habitude parce que dans tout le match, la logique est complètement inversée et Luger bosse comme un face alors que Duggan bosse comme un heel. Tu es d'accord avec ça? Oui. Duggan triche. Pendant le match, on voit encore Paul Orndorff qui est évacué dans une ambulance. Duggan triche, Luger a un comportement de face complètement. À la fin, Jim Duggan sort un rouleau de bandage adhésif là pour se taper les mains. Ça n'a aucun impact sur la fin du match, mais ça montre qu'il est plutôt heel dans le match. Il finit en torturac. Les gens pop comme c'est pas permis. Tu sors de ce match-là, tu te dis, mais franchement, là, je sais plus quoi penser. Effectivement. Je sais plus quoi penser. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec Luger? On comprend pas. Peut-être que la promo du Macho Man va nous éclairer. Non. Malheureusement, non. Il est interviewé par Mean Gene comme d'hab. Il est complètement insignifiant, le Macho Man, depuis qu'il est champion. Hein. C'est terrible. C'est vrai. Il annonce qu'il va affronter à Starrcade Hiroshi Tenzan, Japanese superstar. Hiroshi. Ouais. C'est pas Hiroyoshi? Quoi? Ou c'est eux qui disent Hiroshi? Ah, ils disent Hiroshi Tenzan. Ouais, c'est parce que c'est pas... Oui, voilà. Ils disent Hiroshi Tenzan. La semaine prochaine, il affronte le géant aussi. Et donc là, t'as Mean Gene qui lui fait alors, il y a bientôt Starrcade. C'est quand même, enfin Starrcade, on le répète parce que là, c'est pas du tout construit de cette façon-là, mais Starrcade, c'est le plus gros show de l'année. Et donc Mean Gene il fait alors, putain, bientôt Starrcade, qu'est-ce que t'en penses? Et là, Macho Man, champion de la WCW, à 2 semaines de Starrcade, le WrestleMania de leur fédération, Macho Man répond, je m'en fous de Starrcade, j'y pense pas encore. Bon. Ouais. Bah, parce qu'il y a un nouveau match pour le titre la semaine prochaine qui n'est, une fois de plus, pas du tout buildé, quoi. Oui, mais en termes de promotion de leur plus gros show, que tu es le champion qui disent à 2 semaines, j'y pense pas, c'est pas important encore, c'est une catastrophe. Oui, non, c'est... ouais. Bon, après, voilà, on sort un petit peu de cette catastrophe pour le main event, le tag match Hulk Hogan et Sting contre les Horsemen, Flair et Anderson. Pareil que la semaine dernière, il reste 25 minutes au début du main event. Donc là, il y a un format qui change quand même. Pour un épisode classique de 45 minutes. Ouais, franchement, le format change un petit peu. Ils accordent beaucoup plus de temps au main event. Alors bon, là, voilà, comme on l'a dit au début, on est à Charlotte, on est en Caroline du Nord. La pop pour les Horsemen, tu peux te le repasser en boucle, c'est merveilleux. Tout le monde est debout. C'est des légendes vivantes là-bas, quoi. Oui. Oui. Ah oui, complètement, oui, bien sûr. Oui, on passe à une petite pub encore pour Starrcade. Alors, tu auras remarqué qu'ils disent toujours Starrcade 1995. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de préciser 1995? Bah, non. Non, tu vois, j'ai eu une demi-seconde d'hésitation, j'ai mouliné un peu les infos, et non. Tu imagines là, la WWE qui fait alors on se revoit ce dimanche pour SummerSlam 2019, quoi. Ça n'a aucun sens. Ou Starrcade 94. Oui, ça n'a aucun sens. Pour l'entrée, donc les Horsemen arrivent ensemble, évidemment, pour maintenir un petit peu cette ambiance de suspicion, tension, conspiration, tout ce que tu voudras. Sting et Hogan n'arrivent pas ensemble, l'alliance a des limites. Hogan est de plus en plus hué, il se fait conspuer par la foule avec des Hogan Socks dans tous les sens. Oui. Là, c'est très net, c'est même plus qu'il est hué, là, c'est comme tu dis, il est conspué. Il est vraiment toute la foule, et c'est vraiment pas qu'une partie de la foule, là, c'est toute la foule qui est contre lui, quoi. Il le conchit avec véhémence. Exactement, il est conchié avec véhémence. Le début du match, c'est Sting contre Arn Anderson, donc on nous donne pas encore Hogan contre Flair. Sting, alors tu l'as certainement remarqué parce qu'il devient de plus en plus gros au fil du combat, Sting a un trou dans son collant, juste en dessous des fesses.
qui au départ fait la taille d'un anus et qui grandit, hein, qui grandit vraiment pendant tout le match. J'ai pas remarqué parce que C'est vrai? ça m'aurait rappelé les heures les plus sombres de Gallia. Ouh là là, on parle de l'actualité complètement chaude. Bah, le moment où l'épisode passe, c'est déjà plus de l'actu, c'est terminé. Oui, c'est déjà, voilà, on ne fera pas de commentaires. Donc oui, il a un trou dans le collant, avec un collant blanc en plus, enfin, ça se voit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, comme dit, on tease le Hogan Flair. Quand Hogan rentre dans le match, il est hué, mais terriblement, terriblement, genre niveau Roman Reigns, quoi. Oh, Euh, plus. Et par contre, quand Flair arrive, la salle explose. Franchement, c'est vraiment trop cool. Ce match est génial à cause de la foule. Les Horsemen font toutes les tactiques possibles. Tout est applaudi. C'est-à-dire que chaque move de heel est applaudi par la foule. C'est génial. Évidemment, on va avoir un finish qu'on va devoir expliquer pendant 10 minutes. Lex Luger arrive à l'extérieur. Il fout Hogan dans le rack. À partir de là, Sting fait tout le match dans le ring. C'est un récital des Horsemen. Ils isolent Sting en multipliant les tactiques douteuses. Les gens adorent, c'est génial. Hogan, sur certaines séquences, fait plaisir à Ric Flair. Il lui donne beaucoup. Il oversell complètement Ric Flair, mais il fait pas du tout la même chose pour Arn Anderson. Je sais pas si t'as remarqué. J'ai remarqué ça. Ouais, il donne vraiment tout à Flair, mais pas à Arn Anderson. Il n'a pas encore gagné ce niveau de respect. Il y a le hot tag de Hogan et il gagne 3 secondes après sur un match qui dure 20 minutes. J'en peux plus de Hogan. Mais là, c'est encore une fois extraordinairement marqué. C'est qu'il fait le hot tag et en rentrant, il fait coup de poing, big boot, let drop, c'est fini. Clean. Non, c'est fini. Franchement, c'est un foutage de gueule intégral. C'est vraiment, vraiment chiant. Il se dégage du finish de son adversaire. Il met 2 coups de poing, un big boot, un leg drop. Et comme toujours, il se relève avant la fin du pin. Franchement, j'en peux plus, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est compliqué. Pillman, plutôt mis en avant dans le show, arrive ensuite. T'as les Horsemen qui veulent s'en prendre à Hogan et Sting. Et d'ailleurs, ils le font. Luger se ramène. Et alors là, il sauve Sting, mais pas Hogan. Donc il regarde Hogan se faire tabasser par les Horsemen. C'est Sting qui du coup a été sauvé par Luger, qui vient donc s'en charger des Horsemen. Là, le Macho Man arrive. Et franchement, pourquoi? Mais Sting le frappe immédiatement. Est-ce que tu as une raison à cela? Je pense que non, mais que dans la storyline, c'est pour lui rendre la monnaie de sa pièce de la semaine dernière. Franchement, là, je trouve que Sting, c'est quand même un face. Sting qui immédiatement ne s'explique même pas, qui lui en colle une immédiatement. Je trouve que c'était un petit peu abusé. Oh, tu sais, ce sont des athlètes bourrés de testostérone. Hein. Des fois, on contrôle pas tout. Ouais. Là, alors la semaine dernière, c'était Macho Man qui venait calmer les choses. Cette fois-ci, c'est Hogan qui vient pour calmer les esprits. Comme d'hab, Minjin arrive pour recueillir un petit peu les impressions de tout le monde. Pour la 1000e fois, j'ai l'impression, Hogan fait le même speech de Sting. Pourquoi t'es avec Luger? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce qu'on est amis? Est-ce que t'es mon copain? J'en peux plus. J'en peux plus de Hogan. À tous les niveaux. Je n'en peux plus. Et là, mais vraiment, genre, d'une seconde à l'autre, le ton change drastiquement et Hogan essaye de convaincre Macho Man que Sting est gentil. Parce qu'il vient de le sauver. T'as l'impression que son cerveau a complètement switché d'un coup. Il a genre, ouais, Sting, qu'est-ce que tu fous? Et d'un côté, et d'un moment, il se retourne vers Macho Man en disant, mais Sting est super gentil, la preuve, regarde, il vient de me sauver, et confiance en lui. Tu sais, ce sont des athlètes bourrés de testostérone, on maîtrise pas tout. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que, on le disait déjà la semaine dernière, c'est que tu sens que tout ça, c'est fait pour essayer de clarifier, mais c'est tout l'inverse. Tout le monde se serre la main à la fin, alors que 4 secondes avant, c'est pas du tout ça qui se passe. Franchement, tu es perdu. Tu es spectateur de Nitro, tu es perdu, tu ne sais pas. Spectateur du désespoir. Comme disait Ayam. Ça, c'est demain, c'est loin, ça. Ouais. Écoute, je ne sais pas quoi dire. J'ai mal à la tête, rien que d'en parler. Je pense que tout le monde a mal à la tête. Alors, vous qui écoutez l'émission, vous avez peut-être moins mal à la tête.
parce que vous n'avez pas dû endurer le regardage. Mais oui, en plus on arrive à la 45e minute de l'émission, donc je pense que ce mal de tête est un moment absolument opportun, qu'il faut saisir, comme ça là, en plein vol, pour conclure l'émission et se donner rendez-vous la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est ça, juste préciser que donc, la semaine prochaine, si mes calculs sont bons, dernier Nitro avant Starcade, non ? Non, avant-dernier. Il y aura encore le 25 décembre. C'est ça, alors avant-dernier Nitro avant Starcade, on aura Macho Man contre le géant pour le titre. Voilà. Match à haute importance, dont on n'a pas du tout parlé à part une mention dans ce show. Exactement. Voilà. Exactement. Écoute, moi j'en peux plus. Très bien. J'arrête. Tu peux aller faire pipi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine. Merci quand même beaucoup d'avoir participé à l'émission, hein, mon petit Dimitri. Oui, je vais prendre un Nurofen. Très bien. Et puis voilà, merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de la Monday Night War, épisode numéro 16. D'ici là, portez-vous bien, regardez du catch, et puis voilà. Et couvrez-vous, hein, parce qu'on est en décembre quand même. Allez, bye bye. Petite écharpe. Yeah.